Donc, pour ceux qui veulent aller, qui veulent pousser dans le projet, vous pouvez prendre plusieurs commandes, dont les commandes seront séparées par des virgules. Vous écriverez en premier temps une fonction qui va prendre la ligne et qui vous renvoie un tableau de commandes. Okay? Donc, par exemple, ls-l et ps-ax, et il y aura d'autres commandes qui auront L. Quand vous avez votre tableau de commandes, vous faites donc une boucle qui parcourt ce tableau de commandes. Et pour chaque commande, vous découpez ces arguments. Et le découpage des arguments correspond exactement à cette fonction que vous avez écrite pour le projet. Donc, ce découpage en arguments va vous renvoyer ce tableau qui peut être exécuté par exe. Et vous allez vérifier, en fait, avant de faire votre découpage, vous pouvez vérifier si la commande contient le caractère et, comme nous l'avons vu ici. Si la commande que vous avez découpée contient le caractère et, alors vous allez faire le découpage et ensuite créer un processus fils. Ce processus fils va exécuter avec VP. Si ça ne contient pas le caractère et, vous appelez juste système. Okay? Si j'appelle système, bien sûr, ouais, peut-être par exemple ici, si je viens là, après avoir exécuté, je dis système de ls-l, par exemple. OK. Vous voyez qu'il a exécuté la commande et puis il y a le ls-l qui s'est exécuté. Donc, ça, c'est juste voir. Donc, après avoir fait le découpage, vous exécutez le processus fils. S'il existe un et dans votre commande, s'il n'existe pas un et dans votre commande, vous appelez juste système en passant par mail de la commande. OK, donc c'est la fin de la présentation du projet. Nous allons revenir sur notre TP qui porte sur la communication interprocessus, sauf s'il y a des questions sur le projet. C'est de Nanga, vous avez compris? Bon, monsieur, je pense que je comprends déjà mieux. OK. Junior. Oui, monsieur. Avec la présentation des autres étudiants, vous comprenez maintenant ce qu'on vous demande de faire? Oui, monsieur, on commence à comprendre. OK, d'accord. Dans la prochaine séance, vous pourrez présenter votre travail. Oui, monsieur, on va s'efforcer, monsieur, à présenter la prochaine fois. OK, la prochaine fois, je crois, c'est le lundi, c'est ça? Ou le mardi? Mardi, monsieur. Le mardi, OK. Donc, le mardi, vous allez faire votre présentation. D'accord, monsieur. Cool. OK. Nous étions dans la communication interprocessus. J'ai partagé mon PDF. J'espère que tout le monde voit le PDF. Nous avons débuté, nous sommes en train de faire le TP numéro 4 parce qu'il est un peu plus général. On a fait cet exemple-ci. En fait, on a fait le petit 1 où c'était le même processus. Et comme c'était le même processus par an, on pouvait faire communiquer les deux processus en utilisant pipe, en utilisant les tubes anonymes. Et nous avons dit, quand ce sont des processus différents, c'est-à-dire que vous avez deux fichiers C différents, vous allez faire la communication entre les processus en utilisant les tubes nommés. Les tubes nommés sont créés avec la commande mkfifo. Okay. Donc, et nous avons dit que nous avons besoin d'un tube serveur. On avait dit qu'il doit avoir le serveur ici à ce niveau. Le tube du serveur est là. Vous avez le premier client, vous avez le deuxième client, vous avez le troisième client. Okay. Donc, lorsque
le deuxième client et le troisième client. Lorsque les clients vont se connecter au serveur, ils vont lui envoyer un nombre et le serveur va faire un travail. Okay. Donc, ils vont tous écrire dans le tube du serveur en ouvrant ce tube en mode écriture. Okay. Donc, ils vont ouvrir le tube en mode écriture et ce que le serveur va faire, le serveur va tout simplement lire dans son tube. Mais quand le serveur va lire dans son tube et il va récupérer la valeur envoyée par 1, 2 ou 3, qui sont les clients, il faudrait qu'il réponde à chaque client individuellement. Parce qu'il ne peut pas créer un tube de lecture qui sera commun au client. Pour chaque client, il doit envoyer une réponse qui est spécifique au client. Donc, il y aura un tube créé spécifiquement pour chaque client. Et comment créer un tube qui est spécifique au client? Il faut utiliser le PID du client. Donc, en écrivant au serveur, les clients doivent envoyer au serveur une information qui permet de les identifier. Et nous avons dit la fois dernière que le PID permet d'identifier votre processus. Donc, chaque client va envoyer au serveur non seulement la tâche qu'il souhaite que le serveur puisse réaliser pour lui, mais chaque client va envoyer son PID. Avec ce PID, le serveur saura à qui est-ce qu'il doit répondre. Okay. Il ne va pas répondre dans un tube public. Il va construire un tube spécifique à chaque client en se basant sur son PID. C'est pourquoi dans le client, nous aurons deux tubes, un tube en mode lecture, un tube en mode écriture. Chez le serveur, nous aurons deux tubes, un tube en mode lecture et un tube en mode écriture. Nous allons utiliser des noms qui sont identiques, qui dépendent du PID. Okay. Ça, c'était pour un petit rappel. Donc, de retour dans notre programme, j'espère que tout le monde voit le code que j'ai. OK. Non. OK. Où est-ce que nous étions? Je ne sais pas si... Je crois que c'est TP2, oui. Et puis EXO 4. Donc, voici les fichiers que nous avons dans notre EXO. Quand nous avons... OK, nous avons créé un fichier METYP pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière. Donc, on avait un fichier METYP.c. Dans ce fichier, je vais d'abord commencer par METYP.h. OK, dans ce fichier METYP.h, on devait créer la requête. Et nous avons dit la requête envoyée au serveur aura la valeur qu'on souhaite envoyer au serveur ainsi que le PID du client qui essaye de se connecter au serveur. Okay. Ici, comme le serveur sont sur la même machine, c'est pourquoi on décide d'utiliser les tubes nommés. C'était sur deux différentes machines, on va utiliser des sockets. Donc, ce TP, on pourra l'étendre simplement en faisant les lectures et écritures dans les sockets. On va envoyer le PID du client et en fait, ici, on crée un type de données requête. Mais la réponse du serveur contiendra notre tableau de diviseurs, puisqu'on souhaite renvoyer au client le tableau des diviseurs. Il a écrit une requête, on lui dit voici la réponse. Donc, le serveur fera une tâche et il va répondre. Ensuite, nous avons écrit une fonction utilitaire qui est une fonction permettant d'afficher le contenu de la réponse. Puisque c'est un tableau, on va faire une boucle qui parcourt le tableau et qui affiche le contenu du tableau. Cette fonction est externe à la fonction, au fichier METYP.h. Donc, nous avons ajouté le mot-clé externe.
pour dire que son implémentation se trouve dans le fichier type mes-type.c. OK. Donc, dans mes-type.c, c'est simple. On a juste écrit la fonction. On importe mes-type.h, c'est-à-dire que c'est juste une librairie qui contient la définition des deux types de données, nos structures de données. Okay. On parcourt notre tableau et on affiche. Donc, exactement comme ce qu'on a fait dans la question numéro 1. J'importe mes types parce que j'ai besoin d'utiliser un type de données qui est défini dans mes-type.h. OK. Maintenant, lorsque vous avez plusieurs fichiers, vous devez compiler ces fichiers en utilisant les makefiles, en utilisant un make. Donc, pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui ont fait le programme C, un fichier makefile est un fichier qui permet d'exécuter plusieurs fichiers C à la fois. Donc, il se présente comment? On écrit all et on précise les exécutables qu'on souhaite générer. Et pour chaque exécutable, on donne la commande JCC qui permet de réaliser cette cible. En fait, on appelle ça la cible exécutable. Donc, j'ai deux exécutables. Je veux un serveur et je veux un client. OK. Le serveur est créé à partir d'un fichier serveur.c. Le client est créé à partir d'un fichier client.c. Maintenant, puisque les deux fichiers vont utiliser des structures de données définies dans mes-type.h, j'ai également besoin du fichier, de l'objet, du fichier objet mes-type.o. Regardez que pour le fichier mes-type, je n'ai pas besoin de l'exécutable. J'ai juste besoin du programme objet. OK. Donc, du coup, je vais juste importer mes-type.o pour le cas du serveur ainsi que pour le cas du client. Maintenant, comment j'obtiens mes-type.o? Mes-type.o est bien sûr généré à partir de mes-type.h et mes-type.c. Comme je veux juste l'objet, j'aurai JCC-C. C'est différent de JCC-O. C'est pour générer votre exécutable. Okay? La JCC-C, c'est pour stopper net à la compilation. Le terme, c'est pour générer le fichier .objet. Okay? Je me rappelle plus très bien du diagramme. Lorsque vous faites de la compilation en C, lorsque vous avez un fichier .c, il y aura différentes étapes. Je crois qu'il y aura 4 étapes où il y aura comment on appelle ça? Le linkage, OK? Je ne sais pas comment on appelle ça. Okay. Donc, quand vous faites les imports, tout ça, il y aura le pre-processing où il va gérer tous les imports. Après avoir géré tous les imports, en fait, il y aura une étape qu'on appelle l'étape de la compilation. OK? Je ne sais pas si je peux avoir ça. Comme certains disent qu'ils n'ont pas fait le C, ça peut être peut-être pour vous un peu. C'est juste une image qui permet de connaître les différentes étapes de la compilation. OK. Contrôle, programme C. Yeah. Je jette un coup d'œil sur ça et je vous partage. Je crois que c'est un diagramme. Bon, j'ai l'impression que... OK, je vais retrouver ça. Ça fait que si vous êtes un peu perdu...
Donc, voici les étapes de la programmation, en fait, de la compilation, proprement parler, en C. J'espère que vous voyez le document Word que j'ai partagé. Dans ce document Word, alors, lorsque vous avez votre fichier .c, il y aura d'abord une étape de pré-processing, c'est où on essaie de gérer les tas des define. Peut-être vous avez utilisé define. Vous allez peut-être utiliser define comme ça dans votre en-tête. Okay. Vous avez dit define tmax. Donc, si dans votre code, vous avez fait les define tmax comme ça, et que vous avez importé des fichiers, donc tout ce qui est pré-processing, ce sont les... Non, c'est include. C'est include. Donc, quand vous faites les include, tout ça, ce sont les... Donc, la première étape va consister à traiter ces includes-là. Un include, ce qu'il va faire, il va juste copier tout le contenu du fichier que vous avez inclus dans le fichier qu'on souhaite compiler. D'accord? On obtient comme sortie un fichier .i. Et ce fichier .i, c'est un fichier texte. Lorsque vous allez ouvrir ce fichier .texte, il contient, en fait, il va être plus volumineux que votre code. C'est ce qu'il a fait. Il va copier le contenu de chaque fichier inclus dans votre fichier .i. Donc, c'est un fichier plus volumineux. Et en bas, il y aura votre code C que vous avez écrit. Okay. Donc, ça, c'est la première étape où on importe tous les fichiers inclus. Donc, on fait des recopies. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsqu'on travaille avec plusieurs fichiers .h, on essaie de mettre des conditions. Par exemple, on essaie de dire if not include, OK, if not define, peut-être, on peut dire if not def, OK. C'est une façon de dire si ce fichier n'est pas déjà inclus dans ce fichier courant, alors c'est là où je peux faire mon include. Ça permet de se rassurer de ne pas avoir des valeurs dupliquées. Okay. Donc, bref, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la compilation. Cette deuxième étape vous produit un fichier .s. Okay. Donc, comme par là, le fichier .s, en fait, c'est de l'assembleur. Il va vous fournir du code assembleur. Donc, vous pouvez avoir un fichier .c et vous poser la question, quel est le code assembleur qui correspond à ce fichier .c? Je vais vous montrer les commandes qu'il faut pour stopper net à chaque étape. Après avoir produit le fichier .s, vous pouvez produire un fichier .o. Et après le fichier .o, vous faites le linking va vous produire votre exécutable. Si vous êtes sur Windows, ça sera un fichier .exe. Sur Linux, vous n'avez pas besoin d'extension, ou bien vous mettez .bin, vous mettez les extensions que vous souhaitez. Si vous avez constaté, moi, je ne mets pas d'extension quand quand je veux l'exécutable sur Linux. Okay? Je donne juste le nom. Donc, les trois premiers fichiers sont des fichiers test, ce sont des fichiers qui peuvent être, qui sont lisibles. Okay? Le fichier source, qui est un fichier .c, le fichier .i, qui est un fichier qui est plus volumineux parce qu'il contient tous les imports. Vous avez le fichier .s, qui est un fichier assembleur. C'est là où vous allez voir. Donc, si vous n'avez pas encore vu le code assembleur, vous pouvez écrire votre propre code C et compiler votre code jusqu'à l'étape, jusqu'à la deuxième étape. Okay? Et voir quel est le code qui correspond à cette deuxième étape. C'est clair, donc, pour une mise à jour. Et les commandes, si vous voulez vous arrêter dans le fichier .i, vous faites jcc-e, n'est-ce pas? Ça va s'arrêter au niveau du pré-processing. Si vous faites jcc-s, vous allez produire un fichier assembleur. Donc, ça vous permet d'avoir une idée de voir votre code assembleur. Vous faites jcc-c, ouais, c'est là où vous produisez un fichier .o. Remarquez que dans notre makefile, on a besoin d'un fichier .o. Comme on a besoin d'un fichier .o, nous faisons un jcc
-c. Ça nous crée un fichier objet. Ensuite, si vous voulez un exécutable, vous faites simplement le fichier -o. Donc, ça, c'est ce que vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à présent. OK. C'est bon? Rappel du C. Oui, monsieur. OK. Donc, je reviens dans mon code. J'espère que la machine ne va pas prendre. Quand je reviens sur... J'ai toujours l'impression. Il part en mode veille et quand je reviens, voilà. Donc, vous voyez que dans notre code ici, on s'est arrêté à -c parce qu'on veut un fichier .o. Et par contre, regardez notre fichier client.c. Okay? Ça, c'est notre fichier .c. Et si je souhaite avoir le code assembleur de ce fichier .c, je peux saisir jcc-s. OK, je passe en paramètre client.c. OK, si vous faites ça, ls-l, vous voyez ici, il a généré le fichier client.c.s. Et à quoi correspond l'assembleur? Voici le code assembleur de ce que nous avons écrit en C. OK. Donc, on n'enseigne plus l'assembleur. Mais si vous voulez, ouais, c'est le même fichier, c'est sur le même code ici. Ouais, regardez ce que nous avons écrit, entrée, un nom, string, %d, string, requête, et puis nom dessus, erreur, et ainsi de suite. Et puis l'entrée domaine qui est à ce niveau. Certains d'entre vous ont déjà codé en assembleur. Oh, non, c'est monsieur Sinan qui nous parle de l'assembleur chaque jour. Il nous dit que à l'époque, il codait les processeurs avec ça. Ouais. C'était dans... Bon, c'est vrai que dans les cours comme architecture, on le faisait avant. Mais en fait, on ne l'enseigne plus trop. Mais donc, voici l'assembleur. Si vous voulez chaque fois voir le code assembleur de votre code C, vous pouvez exécuter la commande que je viens de vous présenter là. OK. Dans notre époque, ce qu'on faisait, on essayait de surprendre nos collègues programmeurs en disant que ça, c'est le code assembleur de mon projet. Et là, tu décides de partager ton code assembleur. Parce que regardez, si la personne a ton code assembleur, il peut obtenir l'exécutable qui fera la même chose que le fichier .c. Donc, au lieu de partager, par exemple, le fichier .c à votre, disons, autre programmeur, vous pouvez décider de lui donner plutôt le fichier client.s, qui est l'assembleur, et lui, il peut prendre client.s en faisant, par exemple, jcc, maintenant, il va prendre en entrée, en fait, en entrée, il prendra le fichier client.s et en sortie, il peut dire, OK, je veux ceci. OK. Bon, là, ça va pas marcher parce que nous avons besoin du fichier. Remarquez que nous avons besoin du fichier mettype.o. Voilà, là, ça marche. Okay. Donc, vous pouvez écrire un fichier .c et vous gardez ce code .c pour vous. Vous générez plutôt un fichier .assembleur, et c'est ce fichier assembleur que vous distribuez. Ça fait un peu genre un programmeur Git. Okay. Donc, je vais supprimer
ls. OK, on va ouvrir notre client.c. C'est le fichier client.c ici. Et puis, OK, donc à gauche, à droite, nous avons notre fichier client.c et à droite, nous avons notre fichier. Ici, nous avons notre serveur. Donc, je vais faire ça. OK, et de l'autre côté, ici, nous avons notre fichier client.c. Okay. Donc, remarquez que dans notre fichier client.c, nous avons en premier lieu, OK, voilà, ça fait très bien. Donc, nous avons créé notre requête. Remarquez qu'ici, nous avons créé notre requête. Nous avons assigné le PID, puisque c'est un pointeur, donc on utilisait flèche. C'était une structure, donc on a utilisé point. Nous avons notre val. On ouvre le fichier. Regardez qu'on ouvre cette requête-là, on ouvre ça en mode écriture parce que c'est pour le serveur. Donc, de ce côté, nous allons ouvrir requête FIFO en mode lecture. OK. J'ai utilisé WR only parce que quand vous utilisez la primitive open, on n'utilise pas les R ou les W. Juste une petite mise à jour. C'est quelque sorte C. OK, je vais. Donc là, je profite. OK. Donc, pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser fopen, j'ai partagé un site web qui vous donne les équivalents. fopen, c'est lorsque vous souhaitez ouvrir les fichiers normaux, peut-être les fichiers texte, les fichiers binaires que vous avez eu l'habitude d'ouvrir sans problème. Ici, on utilise R ou RB. RB, c'est pour dire read en mode binary. Maintenant, avec la primitive open, on utilise plutôt O-8 et read only. Okay. Donc, si je fais une mode écriture, je vais utiliser open, write only. Okay. Donc, WR, c'est pour write only. Là, on peut concaténer en utilisant les pipes, okay, pour utiliser ces pipes-là. Si vous voulez en mode append, parce que A, c'est pour append, donc c'est pour ajouter, vous utilisez O et vous ajoutez append, donc open en mode append. OK. Donc, je montre ce tableau pour que vous puissiez être à l'aise pour passer de fopen à open. Pour ceux qui utilisent fopen, vous avez déjà utilisé RBW, mais avec la commande open, on utilise ces constantes-là. Donc, je reviens dans mon code. Donc, nous avons ouvert notre en mode écriture et on écrit, ici il y a une erreur, on écrit dans ce descripteur, on écrit la requête. Maintenant, pour construire mon tube doit être construit à partir de ma requête
à partir de mon PID. Et nous avons dit, comme le PID, c'est un entier, on peut convertir cet entier en utilisant sprintf. Ça, c'est le langage C. Après avoir converti le getPID en une chaîne de caractères, je concatène ça avec le mot requête-du-8. Donc, du coup, le nom de mon tube sera du genre, okay, il sera du genre requête suivi de mon PID. Maintenant, mon PID peut être, ça va être aléatoire. Ça va dépendre du processus qui a lancé ce code-là. Donc, ça sera mon PID. Et pour écrire au serveur, en fait, pour lire, je dois faire mkFIFO. Regardez que moi, je crée mon tube en utilisant mkFIFO. Ce tube où je vais lire. Et je crée ce tube en précisant le mode d'ouverture. Nous avons dit la fois dernière que pour faire le cours d'Unix, on vous a sûrement appris chmode, comment définir les modes. Vous pouvez dire mode 77, ainsi de suite. 6, c'est pour dire read, write et exécutable, parce que vous avez R, W et X. All right. Par exemple, ici, si vous faites ls-l, vous voyez qu'ici, vous avez read WR. Cela correspond à 1, 1, 1, 1, 1, ainsi de suite. Lorsqu'il n'y a pas de tiret, ça veut dire que c'est 0. Donc, vous avez 1, 1 et 0. 1, 1, 0, c'est sûrement, je crois, c'est 6. Donc, vous donnez la possibilité de faire la lecture et l'écriture, mais pas exécuter votre fichier. Donc, si ces notions-là, vous ne les connaissez pas, vous pouvez m'arrêter pour que j'explique davantage. Donc, bref, je pouvais décider de mettre 666 ici, OK, comme ça. Mais je décide juste de dire, OK, le premier peut lire, écrire, mais pas exécuter, tandis que les autres peuvent simplement lire le fichier. Ouais. Ou bien je mets les 6 pour dire tous peuvent lire et écrire dans ce fichier. OK, après avoir défini mon mkFIFO, j'ouvre ce fichier en mode read-only. Donc, vous voyez, ce fichier est en read-only. Et je vais lire la réponse du serveur. Après avoir lu la réponse du serveur, j'affiche cette réponse du serveur. Vous voyez que là, le client est déjà créé. Je peux décider de compiler en faisant un... Ah non, je ne devais pas faire ça. Donc, je peux faire make. Quand je fais make, vous voyez qu'il a compilé le client. Parce que le serveur n'a pas de code modifié. Donc, du coup, il ne compile que les fichiers qui ont été modifiés. Parce qu'il a le contenu de makefile. Ouais, ici, j'ai exécuté la commande. Ici.